Bienvenue à tous sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus pointu. Je m'appelle Benjamin et je vais aborder avec vous le sujet de la fiscalité du loueur meublé professionnel. Pas que la fiscalité, le statut en règle générale, parce qu'on va voir aussi la vente d'un bien locatif, les conditions, les éléments remarquables, l'imposition locale, les cotisations sociales, bref, tout ça, on le voit après le jingle. Ok, donc nous sommes sur ma mind map que j'ai pu réaliser, que j'ai complété avec plusieurs personnes. Donc, on va essayer de donner l'essentiel du statut de LMP dans cette vidéo. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Alors, les éléments sont classés de 1 à 6. Donc, on a la première qui sont les conditions, l'imposition locale, la vente d'un bien locatif assez complexe, le bilan, le paiement du SSI et donc des cotisations sociales, et enfin les remarques supplémentaires en fin de vidéo qu'on abordera un petit peu également. Donc on va commencer cette vidéo avec les conditions qui vont nous amener à être LMP. Donc je vais faire un tout petit zoom. Donc les conditions pour être LMP, il y a deux conditions qui sont requises. Les deux conditions sont le CA locatif qui est supérieur au revenu d'activité et le CA qui est supérieur à 23 000 euros. Donc vous le savez certainement, et c'est ce qui a amené beaucoup de personnes à s'interroger sur le statut LMP, c'est le fait d'avoir supprimé une des conditions. La condition étant supprimée, c'est l'inscription au RCS. Et cette inscription ayant été supprimée, eh bien, la plupart des LMNP qui avaient uniquement cette condition qui n'était pas respectée deviennent LMP de fait. Ça, c'est acté maintenant, hein, donc sachez-le, hein, si vous avez ces deux conditions qui sont remplies, vous passez LMP. Et donc, il y a eu pas mal de questions sur, notamment par exemple, est-ce que le CA locatif était charge comprise ou pas? Qu'est-ce qu'on prenait? Donc, il est clair et net que le CA locatif, c'est le CA chiffre d'affaires loyer plus charge. Donc ça, c'est la première chose, c'est le loyer plus charge. Vous avez également une question qui a été posée sur qu'est-ce que sont les revenus d'activité. Parce qu'il y a des petits malins qui se sont dit, on va essayer de se faufiler, de trouver comment on peut augmenter nos revenus d'activité. Donc les revenus d'activité, ils sont clairement définis. Ils sont clairement définis. Alors là, ça va être un peu long. Voilà. Donc les revenus d'activité qui sont pris en compte. Donc traitement et salaire. Par contre, donc traitement et salaire, y compris les pensions et les rentes viagères. Par contre, il est mentionné qu'il faut prendre les revenus nets, c'est-à-dire après déduction des 10% forfaitaires ou alors de vos frais réels. Donc vous avez un salaire net qui arrive sur votre ligne d'imposition, fiche d'imposition, pardon. On va y déduire soit les 10% si vous êtes au forfait, soit des frais réels. Donc prenez bien en compte cela. On a ensuite les bénéfices industriels et commerciaux. Donc les BIC, mais évidemment pas les BIC de la location meublée, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. On aurait les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux, dans le cadre notamment de professions libérales, et également les revenus des gérants et des associés mentionnés à l'article 62 du CGI. Vous verrez, vous pouvez aller voir ce que c'est l'article 62 du CGI, mais ça mentionne que les SARL, les SAS, qui auraient des gérants et des associés qui seraient rémunérés, ça pourrait faire partie de ces revenus d'activité. Donc, par contre, en revanche, ce qui est important de comprendre, c'est la deuxième case, c'est les revenus d'activité qui ne sont pas pris en compte. Parce que j'ai entendu des personnes qui se sont dit, moi je vais me verser beaucoup de dividendes, j'éviterai un peu d'imposition et des charges. Ça n'est pas compté. D'autres personnes qui se sont dit, mais moi je fais du revenu foncier à côté de la location vide et ça va me permettre d'augmenter mes revenus d'activité. Là aussi, ça n'est pas comptabilisé dans ces revenus d'activité. Donc faites bien attention déjà pour cette première condition, cette condition de CA locatif. Je vous rappelle qu'elle est loyer plus charge et qu'elle doit être supérieure aux revenus d'activité qui sont mentionnés ici, notamment principalement les traitements et salaires, et il n'y a pas les dividendes ni les revenus fonciers. Donc si on continue et qu'on va voir la deuxième condition, je vous ai dit 23 000 euros, je vous rappelle encore une fois que c'est annuel. On parle de CA, chiffre d'affaires annuel, on parle d'année civile du 1 janvier au 31/12. Il y a quelques précisions qui sont quand même intéressantes à avoir, je vous les ai mises en dessous.
Alors un nota bene sur le mode de détention, parce que je sais qu'il y a des personnes qui détiennent un bien à plusieurs, qui sont en indivision. Ça peut être dans un couple, ça peut être peut-être dans la famille, éventuellement des amis, même si c'est peut-être pas optimal. Bon, peu importe. Sachez que le chiffre d'affaires que vous allez comptabiliser, il va pas être de la totalité en fait de votre activité ou de votre bien. Vous allez comptabiliser uniquement le pourcentage de détention que vous avez. Admettons que vous êtes en indivision à 50-50 avec quelqu'un, donc 50 pour l'un, 50 pour vous. Vous faites par exemple 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel locatif, vous n'allez pas prendre les 40 000, vous allez en prendre que 20. Donc si vous prenez 20 000 par exemple, et que vous avez donc du coup la première condition qui n'est pas remplie, puisque vous avez moins de 23 000, eh bien vous ne serez pas LMNP, et vous pourrez rester LMP. Vous ne pourrez pas être LMP et vous resterez LMNP. Excusez-moi pour la confusion, même moi ça confond dans la tête des fois. Donc comprenez bien que la détention à plusieurs, elle va impliquer que votre CA, chiffre d'affaires, va être réparti en fonction de votre pourcentage de détention. Deuxième chose qui est très importante, c'est le statut. Le statut est acquis pour une année civile. Il n'est pas acquis pour plusieurs années civiles. C'est-à-dire que vous allez devoir réévaluer chaque année ce statut, si vous êtes LMP ou si vous êtes LMNP. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'important, parce que contrairement à d'autres statuts qu'on va avoir pour plusieurs années ou qu'on s'engage peut-être pour plusieurs années, celui-là c'est chaque année, il va falloir anticiper. Anticiper pourquoi ? Eh bien parce que imaginez que vous ayez une variation de salaire. Alors si vous avez une variation de salaire à la hausse, vous étiez LMP, vous pourriez potentiellement basculer LMNP parce que vos revenus d'activité vont augmenter, votre chiffre d'affaires locatif n'augmente pas forcément et vous rebasculez LMNP. Ou alors, à l'inverse, vous avez une variation de salaire à la baisse, peut-être que vous êtes dans une période de chômage, vous avez quitté votre emploi, vos revenus d'activité baissent, votre CA locatif reste constant et vous passez LMP, loueur meublé professionnel. Si également vous avez une augmentation ou une baisse des revenus locatifs pour peut-être des impayés, peut-être vous avez moins loué cette année, si vous faites de la courte durée, peut-être un chiffre d'affaires qui est moins élevé, eh bien attention parce que ça va impacter votre CA locatif et nécessairement vous allez avoir peut-être une augmentation, peut-être une baisse à voir et à aviser. La dernière chose, c'est la vente ou le nouvel achat en cours d'année. De la même façon, si vous vendez, baisse du chiffre d'affaires. Si vous achetez un nouveau bien, augmentation du chiffre d'affaires, bien sûr. Donc prenez-le en compte, anticipez un petit peu pour savoir dans quel statut vous allez être, parce qu'il n'y a pas les mêmes implications. Réellement, c'est pas les mêmes implications. Donc il y a également une question qui va se poser avec certains statuts qui sont pas compatibles avec le statut professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont un boulot qui les empêche plus ou moins d'avoir un statut professionnel à part de leur boulot. Donc ça peut être des personnes qui vont être ce qu'on connaît souvent des fonctionnaires. Les fonctionnaires, moi j'ai l'exemple de personnes qui sont fonctionnaires, des enseignants, des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires militaires qui vont pas avoir la possibilité d'être par exemple gérants de société, qui vont pas avoir la possibilité d'être professionnels à côté de leur boulot. Donc d'ailleurs à la base, pour revenir un petit peu sur l'historique, c'est d'ailleurs un fonctionnaire d'État qui avait l'incapacité de devenir loueur meublé professionnel parce qu'il avait les avantages à tirer du loueur meublé professionnel, qui avait attaqué au niveau constitutionnel cette condition-là, l'inscription au RCS, qui pouvait pas s'inscrire au RCS parce qu'il était en fait fonctionnaire, et du coup ça avait été jugé anticonstitutionnel qu'il ne puisse pas accéder à ce statut du fait de son emploi. Et c'est pour ça que il y a eu toutes ces réformes là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se pose. Certaines professions libérales également vont être en tout cas ça va poser problème pour ces personnes-là. Alors sachez que vous aurez quand même la possibilité, pour toutes ces personnes qui sont dans cette situation-là, fonctionnaires, profession libérale, et qui n'avaient pas la possibilité d'avoir une activité professionnelle autre, vous allez pouvoir être LMP, loueur meublé professionnel. Cependant, vous n'aurez pas la possibilité de vous inscrire au RCS. Et on verra ce que ça implique derrière, donc le registre du commerce et des sociétés. Donc vous serez LMP non inscrit au RCS. Voilà, on a fait le tour par rapport à ces conditions pour être LMP. Donc je vous rappelle que si vous faites de la location meublée en tant que personne physique, personne en nom propre, ou par l'intermédiaire d'une SARL de famille à l'impôt sur le revenu, dans tous les cas, vous aurez soit un statut de LMNP, soit de LMP.
Si vous avez ces deux conditions, vous êtes LMP, donc CA locatif supérieur au revenu d'activité, CA locatif supérieur à 23 000 euros. Si vous ne les avez pas, vous serez LMNP, non professionnel. Ok, on va tout de suite continuer. Maintenant qu'on a vu cette première branche, la numéro 1, et vous avez vu, il y en aura quelques-unes encore, on va parler de l'imposition locale du LMP. Vous allez voir, ça va assez vite parce qu'en fait, il y a trois choses à payer au niveau local. Vous allez avoir en tant que LMP la CFE à payer, cotisation foncière des entreprises. Alors cette CFE est à payer dans la ville où vous détenez des biens. Elle est à payer avec des exonérations. Vous avez une exonération de 100% la première année, à 50% l'année 2 et vous payez à 100% l'année 3. Cette CFE, elle est à payer, sauf si le bien locatif est aussi une résidence principale. C'est un cas qui est un peu rare, on va dire, c'est pas le cas le plus courant, donc généralement vous aurez à le payer. La taxe foncière également, vous êtes propriétaire d'un bien locatif et d'un bien immobilier en général, pas forcément locatif, vous avez une taxe foncière à payer. Sachez également que vous aurez ce qu'on appelle la CVAE, la contribution valeur ajoutée des entreprises, dans le cas où vous feriez un chiffre d'affaires hors taxe de plus de 500 000 euros. Donc ça serait vraiment des très gros LMP. Donc là on parle de plus gros patrimoine, donc vous aurez cette cotisation supplémentaire à payer. Sinon uniquement, et c'est déjà pas mal, la CFE et la taxe foncière. Je parle des impôts locaux. On va voir qu'il y aura des impôts aussi sur les revenus locatifs qu'on paiera potentiellement. Donc voilà la partie numéro 2. Là, on va attaquer maintenant une partie qui est un peu plus complexe, je vous l'avoue, qui concerne la vente d'un bien locatif détenu et inscrit à l'actif du LMP. Donc, j'ai bien utilisé des termes, c'est la vente d'un bien locatif qui est détenu et ajouté à l'actif des immobilisations, donc immobilisé au sein de l'activité LMP. Donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, des sites web là-dessus, j'ai mis 3 liens que je vous montrerai après avoir présenté ça, qui détaille exactement comment fonctionnent les plus-values, la vente d'un bien immobilier, etc. Parce que c'est pas du tout le même cadre que dans le cadre du LMNP ou quand dans le cadre d'une détention avec des revenus fonciers de la location vide, où on est dans la plus-value des particuliers. Non, là, on va rentrer dans un schéma de déclaration de plus-value des professionnels et il y a beaucoup de mécanismes en jeu, il y a des possibles d'exonération, etc. Donc, je vous montre tout ça. Donc, si vous vendez un bien locatif, la question numéro 1 à se poser, parce qu'elle va amener 2 réponses, c'est est-ce que vous faites une plus-value ou pas? Donc oui ou non. On va commencer par le cas où vous faites une plus-value. J'entends par plus-value le fait de vendre un bien plus cher que ce que vous l'avez acheté au départ. Donc, si j'ai fait une plus-value, eh bien déjà, il y a une question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai 5 bilans d'activité LMP. Et ça, vous l'aviez pas en tant que personne, on va dire physique, que vous ayez 5 ou 6 ou 10 bilans, ça changeait pas grand-chose. On savait simplement qu'il y avait un abattement, c'est-à-dire une baisse du montant de la plus-value à payer à partir de certains nombres d'années, jusqu'à un certain nombre d'années, etc. Donc là, c'est à partir de 5 bilans. Est-ce que j'ai 5 bilans? Là, on a encore 2 réponses possibles, oui ou non. On va commencer sur la branche oui. Donc ça veut dire que je suis un LMP depuis au moins 5 ans. Donc si je suis au LMP depuis au moins 5 ans, et là c'est quelque chose qui est aussi et peut-être un peu étonnant pour vous, eh bien pour calculer une plus-value, on va devoir connaître le chiffre d'affaires. Donc la plus-value, elle va pas être uniquement dépendante du montant du bien, du montant de la cession, elle va être également dépendante du chiffre d'affaires réalisé grâce à ce LMP. Et c'est là où on voit que c'est vraiment du professionnel. Donc pour ça, on va devoir prendre les 2 dernières années. Vous allez faire la moyenne des 2 derniers chiffres d'affaires en hors taxe annuel sur vos LMP. Donc admettons que l'année numéro 4, vous ayez fait 80 000, l'année numéro 5, vous ayez fait 90 000. On va prendre la moyenne des deux, vous aurez fait 85 000. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous avez 3 catégories. Et on a 3 catégories parce que vous allez voir qu'il y a des exonérations totales, partielles ou pas d'exonération en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc en fait, là on est dans la catégorie des moins de 90, ensuite on a la catégorie 90-126 et ensuite on a la catégorie plus que 126. Donc on va commencer par les plus que 126, on va commencer par le haut et on descendra ensuite. Donc si vous êtes à plus de
126 000 euros de chiffre d'affaires annuel moyen sur les 2 dernières années et que vous avez également plus de 5 bilans d'activité en LMP, eh bien, on va déclencher 2 plus-values. Et ça, c'est important que vous compreniez un petit peu à quoi elles correspondent et je vais vous en parler pendant un petit temps. On va parler de ce qu'on appelle une plus-value à court terme et on va parler dans une deuxième partie d'une plus-value à long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la court terme, la long terme, c'est pas forcément la durée de détention, etc. En fait, ça reprend deux notions qui sont assez particulières. La plus-value à long terme, ça va être, en fait, la différence entre votre prix de vente et le prix d'achat. Je dis bien prix de vente, prix d'achat. Je vous parle pas du prix d'acquisition avec les frais de notaire, les frais d'agence, les travaux, etc. Non, prix de vente moins le prix d'achat. Ça va être votre plus-value à long terme. En tout cas, le montant de la plus-value taxable. Ensuite, on va vous expliquer comment on la taxe. Donc, cette plus-value à long terme, on la calcule entre le prix de vente et le prix d'achat. Et comment elle va être calculée? Eh bien, écoutez, il faut savoir qu'il existe un abattement pour durée de détention dans le cadre des plus-values professionnelles. Vous avez 0 abattement si vous le détenez depuis 0 jusqu'à 5 ans. À partir de 5 ans, vous avez un abattement de 10% par an. Alors, je vous ai pas mis de 0 à 5 ans parce que forcément, là, on a déjà 5 ans de bilan d'activité LMP. Donc, ça veut dire que forcément, vous le détenez au moins depuis 5 ans. Donc, de 5 ans à 15 ans, vous allez avoir un abattement de 10% par année de détention. C'est-à-dire que ma plus-value, j'ai acheté 100, je revends 200, j'ai fait une plus-value de 100. Si je garde mon bien 6 ans, eh bien, j'aurai pas une plus-value de 100, j'aurai une plus-value de 100 moins 10%, soit 90 000. Si je garde 10 ans, j'aurai une plus-value de 100 moins 50%, donc moins 50 000, donc une plus-value de 50 000. Et si je garde 15 ans, ça veut dire que j'ai détenu donc plus de 15 ans, enfin à partir de 15 ans, ça veut dire que j'ai déduit en fait 10% par an de la 5e à la 15e, donc j'ai déduit 100%. Donc forcément, si j'ai détenu un bien plus de 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Je vais être exonéré totalement de plus-value à long terme. Plus-value à long terme. Donc, ça peut être intéressant. Vous avez acheté un bien à 100 000 euros, vous le revendez 200 000 euros 15 ans plus tard, vous êtes exonéré totalement de cette plus-value à long terme. Attention, je parle de plus-value à long terme, vous allez avoir une plus-value, ce qu'on appelle court terme par contre. Alors, c'est différent, vous le voyez, du particulier, parce que les particuliers, vous devez le savoir peut-être, l'exonération totale n'intervient qu'à la 30e année de détention. Donc, à 30 ans de détention, il n'y a plus de plus-value. Avant, on paye de la plus-value. Là, c'est au bout de 15 ans que vous avez plus de plus-value. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes peut-être de penser de cette façon-là. Pour l'abattement de 10%, qu'est-ce qui se passe? Comment on va payer? Qu'est-ce qu'on va payer? Eh bien, écoutez, en fait, on va être imposé sur le montant de la plus-value après l'application de l'abattement pour durée de détention. Je vais revenir là-dessus pour donner un exemple. On va être imposé à la PFU, flat tax à 30%. Donc, je reprends mon exemple concret de juste avant. Vous avez acheté un bien à 100 000, vous le revendez 200 000. Vous l'avez acheté en peut-être 2015, vous le revendez cette année, en 2020, à 200 000. Donc, vous l'avez gardé 5 ans, donc il n'y a pas d'abattement. Donc, vous allez payer 30% la flat tax sur ces 100 000, donc 30 000. Et il vous restera 70 000. Si vous l'aviez gardé, par exemple, 10 ans, vous auriez eu 50 000 euros de base taxable, taxé à 30%, soit 15 000 euros de plus-value long terme à payer là-dessus. Donc là, on a vu un cas. Je rajouterai également que cette imposition, cette flat tax, parce que ça peut être intéressant pour des personnes qui seraient résidents fiscaux à l'étranger. En tant que résident fiscal à l'étranger, que ce soit dans l'Union européenne ou en Suisse, vous n'allez pas avoir une flat tax à 30%. Vous allez payer moins car vous n'aurez pas la CSG-CRDS à 17,2. Vous aurez ce qu'on appelle un prélèvement de solidarité à 7,5%. Mais c'est encore un cas particulier, mais je l'ai rajouté au cas où. Donc on va revenir. Ici, on était toujours dans la branche supérieure à 126 000 euros de chiffre d'affaires. On a vu la plus-value long terme, soit une exonération totale au bout de 15 ans, soit un abattement de 10% par an de la 5e à la 15e année, avec un paiement de la flat tax. Pour la plus-value court terme, qu'est-ce que c'est la plus-value court terme?
la plus-value court terme, c'est la réintégration des amortissements. Ça, c'est une notion comptable que vous devriez maîtriser et vous renseigner dessus. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le statut de LMNP, je reviens sur un autre statut, le LMNP. Dans le LMNP, l'avantage, quand on est au régime réel, on en a déjà parlé, c'est qu'on peut amortir le bien, amortir les travaux, etc. Vous amortissez tout un tas de choses. À la revente, vous n'avez pas besoin de réintégrer. Vous n'avez pas besoin de réintégrer tous ces amortissements. Réintégrer les amortissements, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que normalement, vous avez fait des amortissements parce que le bien ou l'objet, l'actif, perdait de la valeur avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Là, vous faites une plus-value. Donc, le bien n'a pas perdu de la valeur. Donc, ces amortissements ont été imputés à tort. Et vous devez les réintégrer. C'est-à-dire que tous les amortissements que vous avez soustraits au cours des différentes années, on parle généralement de 4 à 5% d'amortissement par an qu'on peut déduire. Vous allez devoir les réintégrer, les remettre. Et vous allez les remettre où? Vous allez les remettre dans votre résultat. C'est-à-dire que vous allez devoir augmenter votre résultat BIC. Admettons que vous aviez un bien à 100 000 euros. Je vous dis qu'on amortit environ 4% par an. Vous avez gardé 10 ans le bien, donc 100 000 euros, gardez 10 ans. Amortissement de 4%, ça fait 40% d'amortissement, soit 40 000 euros. Au moment de la revente, ces 40 000 euros doivent être réintégrés et ajoutés dans votre bilan BIC que l'on verra tout à l'heure. Pour le code couleur, dès qu'il y a du rouge, ça veut dire qu'il faut reporter ou aller à une autre case, mais vous verrez, on ira juste après. Donc vous allez devoir l'ajouter. Ça veut dire quoi un peu concrètement? Ça veut dire que l'année où vous allez vendre, et si vous avez fait une plus-value court terme importante, cette plus-value à court terme, elle s'ajoute à votre résultat. C'est comme si vous aviez eu des recettes exceptionnelles, des loyers exceptionnels. Alors je mets entre guillemets, c'est pas des loyers cette année-là. Et peut-être que là, vous allez avoir 40 000 euros de plus de loyer. Donc ça peut être assez important. Il y a une notion aussi qu'il faut avoir en tête. Le Code général des impôts propose la possibilité d'étaler cette plus-value sur 3 ans. C'est-à-dire que si vous avez fait ces 40 000 euros de bénéfices, en fait, grâce à cette plus-value court terme, 40 000 euros de plus-value court terme, vous allez pouvoir la diviser en 3 morceaux, 3 portions, et la payer sur 3 ans. Donc, un tiers des 40 000, un tiers des 40 000, un tiers des 40 000 sur l'année N, N plus 1 et N plus 2. Ok, vous voyez qu'on a fait seulement un cas. C'est le cas, vous avez plus de 126 000 euros de chiffre d'affaires. C'est le cas, on va dire, du gros LMP, du plus gros LMP. Là, maintenant, je vais voir à l'inverse le cas du petit LMP, moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires. Sachez, c'est simple, qu'il y a une exonération totale de la plus-value, court terme, long terme, dans le cadre où vous avez gardé le bien dans le LMP au moins 5 ans, vous avez 5 bilans d'LMP et que vous avez fait moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur la moyenne des 2 dernières années, vous êtes exonéré totalement de plus-value, court terme et long terme. Et ça peut être quelque chose qui est pas mal, on est d'accord, hein, parce que ça veut dire que vous avez acheté un bien, vous êtes en LMP, vous le revendez 6 ans après avoir acheté ce bien, vous faites une belle plus-value, il n'y a pas d'imposition dessus. Il n'y a pas d'imposition dessus. Vous êtes exonéré totalement de plus-value. Donc ça, vous pourrez retrouver ça, c'est dans le Code général des impôts, dans le BOFIP. Je vous ai mis des sites sur BPI France. D'ailleurs, je vais les passer en revue. Ces sites qui en parlent. Je vous conseille le site de BPI France Création, qui parle d'exonération des plus-values professionnelles et des TPE en fonction des recettes. C'est ça que je vous parle actuellement. Et donc, vous avez toutes les informations. C'est l'article 151 septis du CGI, du Code général des impôts. Vous avez donc ce site-là, il est très très bien fait. Il vous explique avec des exemples concrets. Vous avez également le site du BOFIP avec la rubrique BIC plus et moins value, les exonérations des plus-values réalisées par les petites entreprises. Donc là, vous avez tous les textes aussi avec des exemples. C'est très 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 bien expliqué. Les exonérations partielles et totales, donc dans les BIC, les plus et les moins-values avec toutes les sections et les sous-sections. Et vous avez également un site qui est que j'ai trouvé sympa, qui s'appelle Le Bon Comptable, avec un article sur l'imposition des plus-values professionnelles qui vous expliquera comment sont comptabilisées les immobilisations, qu'est-ce que ça veut dire, comment on fait, etc., etc. Donc je vous invite à regarder ces 3 sites, je les mettrai en lien en dessous, comme ça vous aurez toutes les informations. Donc on revient là.
je vous disais, moins de 90 000 euros, exonération totale de la plus-value. Et entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Entre 90 et 126 000 euros de chiffre d'affaires. C'est là où c'est intéressant. On n'a pas une exonération totale, on n'a pas d'exonération non plus. On va avoir une exonération partielle. C'est-à-dire que, en gros, si vous faites 90 000, ben vous allez avoir une exonération totale. Si vous faites 126, vous n'êtes pas du tout exonéré. Entre les deux, vous allez avoir un pourcentage d'exonération. Et donc, il va falloir, c'est ce que j'ai marqué, calculer ce pourcentage d'exonération qui va se calculer comme suit. Donc, on va faire 126 000 moins le montant des recettes et on va le diviser par 36 000. Alors, pourquoi ce calcul-là? Ben, en fait, on va faire le pourcentage, on va le multiplier par 100 après. On va faire le pourcentage de taux d'exonération de votre plus-value. Je vais pas épiloguer, vous donner un exemple, mais parce que vous les avez en fait dans le bon comptable sur le site de la BPI. Donc regardez-les, ils vous expliqueront comment ça se passe. Mais globalement, en fait, plus vous êtes proche des 126 000, moins vous avez d'exonération. Plus vous êtes proche des 90 000, plus vous avez d'exonération. Donc une fois que vous avez fait ce calcul-là, vous allez avoir deux plus-values, une long terme, une court terme. Un petit peu comme on avait dans la catégorie d'au-dessus. Sauf que on a à la base une première exonération. Cette première exonération, on va aller dans la branche plus-value long terme. Il faut savoir qu'elle est cumulable avec une deuxième exonération. Donc vous allez avoir cette exonération partielle et en plus, vous allez pouvoir avoir l'abattement pour durée de détention. Donc on va avoir toujours la même chose. Donc plus-value long terme, soustraction entre le prix. Plus-value long terme, soustraction entre le prix. Derrière, la durée de détention. Si on a plus de 15 ans, exonération totale. Si on a entre 5 et 15 ans, on a un abattement de 10% par année de détention. Donc la même chose qu'on avait juste avant. Et ensuite, on sera imposé sur le montant de la PFU. Donc je suis désolé, c'est un peu compliqué. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans la tranche 90-126 au niveau des moyennes des deux derniers chiffres d'affaires, que vous avez plus de 5 ans de LMP, que vous avez fait une plus-value, vous allez être exonéré à la fois partiellement avec un pourcentage d'exonération et en plus vous aurez un abattement pour durée de détention de 10% par année à partir de 5 ans. Sur la somme qui restera, vous serez imposé à la PFU, à la flat tax et on aura vu donc les 3 cas de plus-value dans le cadre d'un bilan LMP supérieur à 5 ans. Donc c'est assez complexe, je vous l'accorde. Je pense que l'idéal c'est de se rapprocher d'un expert comptable qui fera ça, c'est son boulot, de calculer des plus et des moins-values, des courts termes et des longs termes, mais que vous ayez une notion et comprendre pour essayer d'anticiper un petit peu, je pense que c'est intéressant. Sachant que les choses qui sont vraiment intéressantes, c'est les exonérations totales après plus de 15 ans de détention ou les exonérations totales de plus-value long et court terme avec moins de 90 000 euros de CA dans le cadre du LMP. Je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment pertinentes. Alors maintenant, on va parler des 5 bilans de LMP qu'on n'aurait pas. Donc on a moins de 5 bilans de LMP. Là, pour le calcul de la plus-value, il y a encore deux catégories, il y a encore deux cas de figure. Alors, le cas de figure numéro 1, ça serait une détention inférieure à 2 ans. C'est-à-dire, j'ai acheté un bien, je suis passé LMP par exemple en 2020, en 2021, je revends ce bien. Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on va déterminer uniquement dans ce cadre-là une plus-value à court terme. Il n'y aura pas de plus-value à long terme pour une détention de moins de 2 ans. Ça aussi, c'est les tests, c'est le Code général des impôts. Cette plus-value à court terme, elle se détermine comment? Alors dans ce cadre-là, c'est la différence entre le prix de vente et la VNC, la valeur nette comptable. C'est-à-dire, on va enlever au prix de vente le prix avec amortissement. Donc on va calculer pas juste une plus-value par rapport prix de vente par rapport au prix d'achat, c'est prix de vente par rapport à la VNC. Si vous savez pas ce que c'est la VNC, valeur nette comptable, je vous invite à revoir encore un petit peu sur les immobilisations, la comptabilité pour bien comprendre. Mais globalement, si vous avez acheté un bien à 100 000 et que vous l'avez revendu 200 000 dans les 2 ans, on considère qu'on amortit environ 4% par an, eh bien, on aurait amorti 8% en 2 ans. 8%, soit 8 000 euros. Donc la valeur net comptable, ça serait 100 moins 8000 égale 92 000. Et donc, notre plus-value, elle serait calculée 200 moins 92. 200 moins 92, vous avez votre plus-value court terme, il y aura que celle-là. Et qu'est-ce qu'on fait de cette plus-value court terme? Et c'est là où il faut faire attention. Je vous invite à faire attention. Alors, si vous l'avez anticipé, calculé, ça va très bien, mais je vous invite à faire attention parce que cette plus-value, elle n'est pas forcément taxée à 30%. C'est pas une flat tax,
c'est une mise à jour, comme toutes les plus-values court terme, elle est réintégrée dans votre résultat. Donc mise à jour du bilan BIC, elle va augmenter drastiquement votre résultat. Cette année-là, si vous faites ça, c'est comme si vous aviez fait 108 000 euros de recettes supplémentaires. 108 000 euros de recettes supplémentaires. Et ces 108 000 euros de recettes supplémentaires, ils vont dans votre bilan. On fait un calcul avec ce bilan-là, et dessus, vous allez payer des impôts et potentiellement des cotisations sociales. Donc, faites gaffe. Un petit rappel encore, la possibilité toujours d'étaler la plus-value à court terme sur 3 ans, donc ça pourrait un peu abaisser un peu la note, mais faites attention parce que ça veut dire que pendant 3 ans, vous imputez 30 000 et quelques euros par exemple. Maintenant, l'autre branche, si vous détenez le bien depuis plus de 2 ans, détention supérieure à 2 ans, là on repart sur une plus-value long terme, une plus-value court terme. On part sur une plus-value long terme qui a la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, donc prix de vente moins prix d'achat, et on a une imposition à la flat tax comme on l'a vu précédemment. Par contre, pas d'abattement pour durée de détention parce que vous avez détenu moins de 5 ans, pas d'abattement pour chiffre d'affaires parce que vous détenez le LMP depuis moins de 5 ans également. Donc il y a vraiment un changement à partir de 5 ans dans le cadre du LMP. Pour la plus-value à court terme, c'est la réintégration des amortissements. Là, on mettrait à jour le bilan BIC. On augmente notre résultat. Et voilà, c'est un peu plus facile. Ça augmentera beaucoup moins le résultat qu'ici. Parce que ici, vous avez, et en gros, cette plus-value long terme plus court terme, même si on l'appelle que uniquement court terme. Alors que dans ce cadre-là, elle est divisée en deux. Et il y en a une où vous payez directement les 30%. Ok. Si on revient un petit peu en arrière, on a vu donc du coup la plus-value, c'est-à-dire je fais une plus-value, oui, on a vu tous les cas de figure avec plus de 5 ans d'activité, moins de 5 ans d'activité et les variations de chiffre d'affaires. Maintenant, je fais pas une plus-value. Bon, écoutez, dommage pour vous, on va dire, plus ou moins. Mais si vous faites pas une plus-value, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où vous n'allez pas faire donc du coup une plus-value, vous allez faire une moins-value. Et là encore, on va définir ce qu'on appelle une moins-value court terme, une moins-value à long terme. La moins-value à long terme, c'est quoi? La moins-value à long terme, c'est en fait le fait d'avoir vendu un bien moins cher que ce que vous l'avez payé. Vous l'avez acheté 100, vous l'avez revendu 90, vous avez fait une moins-value à long terme de 10 000. Donc si vous faites cette moins-value, vous ne pouvez pas l'imputer sur votre résultat. Par contre, vous allez pouvoir l'imputer pendant 10 ans sur des futures plus-values à long terme qui pourraient exister, survenir. Donc, admettons que vous vendez un bien en 2020 avec une moins-value de 10 000 euros. En 2025, vous revendez un bien et là, vous faites une plus-value long terme de 100 000 euros. Vous pourrez imputer cette moins-value que vous aviez fait sur ces 100 000 euros pour la baisser. Et donc, vous aurez moins de flat tax, etc. Donc ça, pour la moins-value long terme, report pendant 10 ans sur des futures plus-values. Par contre, la moins-value à court terme. La moins-value à court terme, vous allez la calculer parce que vous allez avoir une moins-value par rapport à votre amortissement. Même si on recalcule l'amortissement, on va peut-être se rendre compte qu'on a perdu une petite somme d'argent. Et bien là, vous allez diminuer le résultat, le reporter sur le BIC, mais avec une diminution. Les autres cas, c'était augmentation de résultat. Là, ça sera une diminution du résultat. Donc, vous aurez des charges supplémentaires, en gros. Ça va abaisser votre imposition, potentiellement aussi vos cotisations sociales. Voilà pour le cadre de la vente d'un bien locatif. Vous voyez comme c'est compliqué. Donc, il y a vraiment beaucoup de cases. On s'est bien embêté pour les calculer, les faire. Il y a plein de cas de figure. Ce que je vous invite à bien comprendre, c'est que il y a vraiment la possibilité de cumuler des exonérations et prenez en compte que LMP, c'est professionnel, donc c'est plus la plus-value des particuliers, c'est la plus-value des professionnels dans le cadre d'une société à l'IR. Le cas d'une société à l'IR, le LMP. On n'est pas dans une société à l'IS comme une SCI à l'IS, une SARL, une SAS à l'IS. On est dans le cadre du LMP qui est une société à l'IR, plus-value professionnelle à l'IR. Ok, on a vu la branche numéro 2, la branche numéro 3, on va attaquer la branche numéro 4, on va regarder le bilan BIC. Quand je vous disais avec du rouge, mise à jour de bilan BIC, c'est cette case-là qu'il faudra mettre à jour. Donc, le bilan BIC, c'est quoi? On va revoir comment on fait le bilan d'un BIC au régime réel simplifié, qui est le régime qu'on va utiliser
globalement qu'on peut utiliser jusqu'à 253 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires. Après, on devrait passer au régime normal. Mais le régime réel simplifié, c'est le régime le plus courant. Est-ce que on a vendu un bien dans l'année? Ça, c'est la première question. Si on n'a pas vendu de bien dans l'année, on va aller tout droit et on va déterminer le résultat de BIC. Pour déterminer le résultat BIC, je vais vous dire que c'est quelque chose que vous devez, je pense, maîtriser un petit peu avec le LMNP, si vous en avez déjà fait, ou avec n'importe quelle société. On va faire les recettes moins toutes les charges déductibles. Ça va être exactement la même chose que pour le LMNP, pour le calcul. Et on va obtenir un résultat BIC. Ça, c'est le cadre classique. J'ai pas vendu de bien dans l'année, je vais tout droit. Par contre, si vous avez vendu un bien dans l'année, eh bien, vous devrez ajouter la plus-value court terme aux recettes. Vous devrez ajouter la plus-value court terme aux recettes en suivant la flèche. Donc, on va revenir dans les cas qu'on avait avant. Ici, j'avais une plus-value court terme. Ici, j'avais une plus-value court terme. Eh bien, c'est là qu'on va devoir ajouter cette somme-là aux recettes. Et ça va nous changer notre résultat BIC. Et le résultat BIC, c'est à partir de là qu'on va définir combien on paye d'impôts, si on est en bénéfice ou en déficit, et éventuellement combien on paye de cotisations sociales. Donc, le cas du BIC, en LMP, il faut prendre en compte la vente d'un bien ou pas dans l'année. Si vous avez une vente d'un bien dans l'année, réintégrez cette plus-value court terme dans ces recettes et vous déterminez votre résultat. Donc ça, c'est votre comptable, expert comptable qui le fera, mais que vous compreniez le système. Ensuite, on a le résultat. Dès que vous avez votre résultat, vous avez deux cas de figure. Alors attendez, je vais monter un tout petit peu la ligne. Hop là. Donc vous avez deux cas de figure. Vous avez le cas de figure, vous êtes en négatif. Le résultat est négatif, moins quelque chose. Vous êtes en déficit de BIC. Ou alors vous avez le cas où vous êtes positif. On va commencer avec le négatif, le déficit. C'est ce je vous avais dit, on cherchait souvent à faire ça, notamment dans le LMNP. Dans le LMP, pourquoi pas. Le LMNP, ça permettait de pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Vous connaissez ça, je pense. Dans le LMP, si vous êtes en négatif, la grande différence, c'est que vous allez pouvoir imputer le déficit de charge sur les autres revenus globaux d'activité sans limitation de montant. Et ça, c'est la grande différence. C'est une grande différence avec le LMNP. Le LMNP, vous étiez en déficit. Ce déficit, il était uniquement sur le LMNP. Il restait cantonné dans cette poche fiscale. Les autres revenus, vos autres revenus d'activité, par exemple, si vous étiez salarié, vous avez peut-être, 30 000 euros de revenus annuels et vous aviez fait moins 10 000 avec le LMNP, ces 30 000, on pouvait pas venir enlever 10 000 avec le LMNP. Avec le LMP professionnel, vous allez pouvoir imputer ces charges sur les revenus. Donc ça peut être intéressant dans le cadre d'une défiscalisation un peu raisonnée, de vouloir imputer des déficits. Alors ce sont des déficits uniquement de charges. Je vous ai mis les déficits d'amortissement, ils ne s'imputent pas sur les autres revenus professionnels. Les déficits d'amortissement, ils sont mis en réserve et reportés et différés en fait. Par contre, les déficits de charges s'imputent sur les autres revenus professionnels et sans limitation de montant. Alors j'ai précisé sans limitation de montant parce que déjà c'est la loi, mais c'est vraiment la différence avec les revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est dans le cadre de la location vide. Vous avez la possibilité d'imputer, comme dans le cadre du LMP, sur les autres revenus d'activité, si vous êtes en déficit foncier. Par contre, vous êtes limité à 10 700 euros par an maximum, le reste étant mis en réserve. Là, dans le LMP, vous pouvez imputer à fond. Vous gagnez 90 000 euros à l'année, vous faites 90 000 euros de déficit en LMP, vous pouvez gommer totalement votre imposition. Donc ça peut être quelque chose, un moyen de défiscalisation qui peut être très intéressant, mais il faut, je pense, l'anticiper et vraiment le maîtriser. C'est le déficit de charge uniquement et pas les amortissements. Là, vous aurez deux cas de figure. Vous aurez même un autre cas de figure qui peut arriver effectivement et que j'ai déjà lu. Vous avez le premier cas de figure classique. Le déficit, il est plus faible que vos revenus globaux. Donc, vous avez un déficit de 10 000, vos revenus d'activité, c'est 30 000, comme je vous ai dit. Dans ce cas-là, vous imputez le déficit et vous payez le reste des impôts. OK ? Et vous irez à la case, est-ce que je paye le SSI ? Parce que vous aurez une autre chose à payer peut-être. Si vous êtes en déficit et que vos déficits est supérieur aux revenus globaux, c'est-à-dire que vous avez fait 40 000 euros de revenus dans l'année et vous avez fait 80 000 euros de déficit, vous allez être en déficit sur vos revenus globaux, donc ça n'irait pas. Donc en fait, on va arriver à zéro, on va annuler l'imposition, donc il n'y aura pas d'impôt à l'année N,
et on ira voir la case SSI, et ce déficit sera reportable pendant 6 ans ensuite. Donc voilà, vous avez ces deux éléments-là qui sont intéressants à connaître. Donc ça, c'était le cas du déficit du BIC. Maintenant, on va rajouter une case, on va rajouter le positif. Donc si vous êtes en positif, que vous avez fait un bénéfice au niveau du BIC, eh bien, il va falloir faire quoi? Il va falloir reprendre ce bénéfice, le reporter sur votre fiche d'imposition, classique, là où vous avez vos autres revenus. Vous allez l'ajouter à vos autres revenus, et à ce moment-là, on va définir votre tranche marginale d'imposition, et vous êtes imposé à votre TMI, tranche marginale d'imposition. Et vous payez. Et ensuite, il faudra quand même aller à la case Go, est-ce que je paie le SSI? C'est ce qu'on va voir juste après, parce que c'est un point quand même assez important de parler du SSI, donc la sécurité sociale des indépendants. Avant, c'était le RSI. Maintenant, il n'y a même plus SSI, ça a été rattaché à l'URSSAF, mais on va voir ça maintenant. Donc juste pour rappeler cette petite case qu'on a vue là, pensez bien que le bilan BIC, il va dépendre du fait que vous ayez ou non vendu un bien dans l'année, parce qu'on va devoir réintégrer des plus-values à court terme. Il y a deux cas, le négatif, le positif. Dans le positif, on l'ajoute à notre fiche d'impôt. Dans le négatif, on va l'imputer sans limite de montant, uniquement les charges sur nos autres revenus d'activité, et on peut même potentiellement mettre en réserve si on a un excès de déficit. La dernière chose qu'on va aborder un petit peu encore technique, je vais dire, c'est le paiement du SSI. Alors j'ai mis SSI, mais en tout cas des cotisations sociales en fait. Parce qu'il y a une vraie question du fait de passer professionnel. À partir du moment où vous avez un statut qui est professionnel, la question se pose de devoir payer en fait des cotisations sociales. Parce qu'autant quand on était en loueur meublé non professionnel, qui dit non professionnel dit absence de cotisation sociale, qui dit professionnel dit cotisation sociale. Donc là il y a véritablement des éléments qui sont, à mon avis, voués à changer, à être modifiés dans le temps. Mais pour l'instant, je vais vous dire ce qu'il en est actuellement en avril 2020, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il va y avoir une question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes inscrit au RCS comme LMP? Ça, c'est une question fondamentale, parce que vous aviez des gens qui étaient LMP par choix auparavant. Ils étaient LMP par choix parce qu'ils voulaient bénéficier de l'imputation sur les revenus, ils voulaient bénéficier peut-être de l'exonération totale des plus-values, ils voulaient être professionnels parce qu'ils avaient un statut de rentier, pourquoi pas? Ça peut être un bon statut, le statut de rentier en LMP, parce que au moins on a une cotisation sociale, on a un statut social, on n'est pas LMNP, donc ils s'étaient certainement inscrits au RCS. Maintenant, les nouveaux LMP, ce que j'appelle les néo-LMP, forcés, contraints du fait de la suppression de l'inscription au RCS comme condition pour rester LMNP, eh bien, il va y avoir un paquet de personnes qui sont LMNP qui ne vont pas être inscrits au RCS. Donc, il va y avoir un paquet de gens qui sont dans la catégorie non. Il y a des gens qui sont dans la catégorie oui, parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils l'étaient peut-être avant, parce que maintenant ils veulent l'être. Et il y a un paquet de gens qui sont dans la catégorie non. Et je vous rappelle aussi, dans la catégorie non, il va y avoir les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire au RCS du fait de leur statut professionnel à côté. J'en avais parlé dans les conditions tout à l'heure. Le fait de certains fonctionnaires, certains professionnels libéraux qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire au RCS. Donc, on va prendre la catégorie « vous n'êtes pas inscrit au RCS ». Et ça, je vais vous dire, prenez-le entre guillemets avec des pincettes, parce que à l'heure actuelle, c'est le cas. Je ne sais pas si ça sera le cas éternellement. Donc, vous êtes inscrit au RCS? Non. Donc, a priori, le bilan n'est pas soumis au SSI ou au paiement de l'URSSAF. Donc, je préfère vous le dire, a priori, c'est valable en 2020, mais la question se posera pour les années suivantes, parce que je pense pas que ça soit possible de combiner un système, parce que vous allez le voir, si on est dans la case oui, eh bien le bilan sera soumis au SSI, la case non, on n'est pas soumis au SSI, donc ça me semble étonnant, voire entre guillemets un peu aberrant, et je pense qu'il y a des personnes qui vont râler, qui vont pas être d'accord avec ça, que du fait d'être au RCS, on paye le SSI, du fait de ne pas être inscrit au RCS, on n'est pas soumis au SSI. Donc je pense qu'il y aura quelque chose qui va changer. Donc a priori c'est valable en 2020, vous ne paierez pas de SSI, que ce soit de forfait ou que ce soit de pourcentage du bénéfice. Par contre, c'est plutôt un flou juridique pour l'instant, et je pense qu'il faudrait être raisonnable et provisionner peut-être le paiement du SSI.
Donc vous verrez juste après quel est comment ça se calcule le montant à payer au SSI, mais selon que vous êtes en cas de déficit ou en cas de bénéfice, je pense qu'il serait sage, raisonnable de le provisionner afin de pouvoir prévoir éventuellement un rattrapage. Donc je sais que normalement la loi n'est pas rétroactive, on ne doit pas pouvoir payer d'une année avant ce qu'on n'a pas payé, etc. Mais s'il advenait qu'on nous décidait une loi au 31 décembre 2020, elle pourrait être rétroactive sur l'année 2020. Donc il faut prendre ça en compte, que peut-être que courant du deuxième semestre, ils vont se rendre compte qu'il y a eu un problème, une problématique, et que ça pourrait arriver. Donc je pense qu'il vaut mieux plutôt le mettre de côté pour l'instant. À partir de 2021, on verra ce qui se passera. Et en 2021, s'il n'y a pas de changement, je vous dirais aussi encore, provisionnez-le, on ne sait jamais de ce qui se passe et ce qu'on doit payer. Donc si vous êtes en déficit, petite somme, si vous êtes en bénéfice, vous verrez, c'est 45% du bénéfice. Donc ça peut être important. Donc voilà pour le paiement du SSI. Ça dépendra de si vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit, par contre, au RCS, le bilan est soumis au SSI. Deux cas de figure, votre résultat est positif, c'est pour ça que je vous disais, on regarde le résultat et ensuite on voit si on est au SSI. Si vous êtes en positif, il faut déclarer à l'URSSAF et vous allez payer 45% de charges. Alors, c'est pas de charges, c'est de cotisation sociale en fait. Voilà, de cotisation sociale sur le bénéfice dégagé. Donc vous dégagez par exemple 10 000 euros en positif, et bien sur ces 10 000 euros que vous avez fait en positif, vous allez devoir payer 4 500 euros à l'URSSAF de cotisation sociale. Vous allez payer en fait des cotisations sociales potentiellement, en fait vous allez être assuré en double, parce que vous allez peut-être avoir votre activité professionnelle d'un côté et votre activité LMP pour beaucoup de gens. Par contre, pour le coup, pour les personnes qui avaient un statut ou qui veulent un statut de rentier en fait, eh bien qui n'avaient pas de cotisation sociale, qui ne cotisaient nulle part, qui n'avaient pas de protection, eh bien là ça permet d'avoir réellement une protection au niveau social. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant et qui s'entend complètement. Hein. Mais c'est vrai que sur les personnes qui payent déjà à côté, c'est pas forcément, à mon avis, en gros l'idéal quoi. Mais bon. Si vous êtes en négatif, votre résultat BIC est négatif, vous avez quand même la nécessité de payer. Vous payez une somme minimale forfaitaire de 1 200 euros. Donc ça, c'est quel que soit le déficit que vous faites, vous devrez payer 1 200 euros. C'est en 2020 le forfait minimal que vous payez au niveau des cotisations sociales. Donc voilà, on a fait la branche SSI, elle est quand même plus simple que la branche plus-value et vente d'un bien. Il me reste encore quelques remarques à aborder sur le statut de LMP, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler pour avoir une vision un petit peu plus large, avec quelques points d'attention, quelques points de vigilance qui peuvent être capitaux pour moi sur le statut de LMP. Donc, on va prendre le cas d'un bien que vous avez en meublé et que vous voudriez passer à nu, par exemple. Donc, un bien que vous aviez en meublé dans l'actif du LMP, c'est-à-dire qu'il était immobilisé en LMP, et que vous le sortez et vous le mettez en location nue. Il faut que vous sachiez que c'est pas comme un bien que vous détenez en personne physique et que vous êtes non professionnel. Là, vous êtes professionnel. Il est à l'actif d'une activité professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le déclenchement d'une plus-value latente. Donc, vous allez devoir déclencher une plus-value sur la sortie de ce bien. Et donc, du coup, vous allez devoir... en fait, vous n'allez pas forcément la payer immédiatement. Elle peut être décalée. Mais attention, parce que vous allez devoir déclencher une plus-value. C'est comme le fait de vendre un bien à soi-même. On avait en nom propre, on le vend à INSCI. Paf, frais de mutation, déclenchement d'une plus-value, etc., etc. Là, c'est la même chose. Donc, passer d'un bien meublé à nu qui était à l'actif d'un LMP déclenche une plus-value. Si vous faites l'inverse, vous passez un bien d'une location vide à une location meublée. Attention, hein, notez-le bien ça. Hein. Si vous passez un bien d'une location vide à une location meublée et que vous l'ajoutez à l'actif de l'entreprise en LMP, eh bien pareil, déclenchement d'une plus-value latente. Donc cette plus-value latente, elle va pas se régler directement, elle sera réglée en fait à la sortie, généralement à la vente. Mais il y a une plus-value latente qui est mise sur le bien. Donc pareil, si vous voulez changer tout votre parc immobilier, que vous avez déjà un statut de LMP, vous voulez le passer en location meublée, faites attention, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix qui soit. On faisait ça régulièrement, j'entendais des investisseurs qui le faisaient régulièrement quand ils étaient dans le statut de LMNP, non professionnel, parce qu'en NP, non professionnel, on n'est pas en plus-value professionnelle. Il n'y a pas la même chose qui se passe au niveau de la plus-value, et il était admis que ça restait le patrimoine privé du particulier, il n'y avait pas de déclenchement de plus-value. Par contre, là,
il peut y avoir le déclenchement d'une plus-value latente. Par contre, il y a aussi une possibilité qui est intéressante pour les personnes qui ont un patrimoine important. C'est pour ça qu'on parle de LMP professionnel, gros patrimoine, etc. Il y a une possibilité d'être exonéré d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière, grâce à ce statut, sous certaines conditions. Notamment le fait d'exercer son activité professionnelle principale en tant que loueur meublé. Donc en gros, le statut de rentier de la location meublée, moi je trouve que c'est assez correct. De réaliser au niveau du foyer fiscal plus de 23 000 euros de recettes, donc si on veut être rentier, forcément on va faire sûrement plus de 23 000 euros de recettes. Et que au niveau du foyer fiscal, on réalise un revenu net supérieur aux autres revenus professionnels grâce à la location meublée. Donc si c'est le cas, si toutes ces conditions, ces trois conditions sont réunies, tout le patrimoine immobilier qui est détenu dans l'activité LMP sera exonéré d'IFI, d'impôt sur la fortune immobilière. Donc pour les personnes qui ont un gros patrimoine, qui souhaiteraient avoir un statut et éviter l'imposition, eh bien vous allez pouvoir potentiellement l'être grâce à ce statut de loueur meublé professionnel. Vous ne pouviez pas avec le LMNP non professionnel qui inclut les biens dans le patrimoine de la personne et donc du coup qui les soumet à l'IFI. La dernière chose, et la remarque, je vous en ai parlé juste avant, c'est que le LMP, c'est un statut qui permet de donner un statut social à un rentier de l'immobilier. Quand je dis rentier de l'immobilier, eh bien une personne qui souhaite vivre uniquement de ses loyers grâce à au statut de LMP, donc détention en tant que personne individuelle, qui va avoir cette activité de l'MP, il va avoir des cotisations sociales, donc un statut social, dans le sens où il va avoir une protection sociale. Donc ça peut être quand même intéressant d'avoir ce genre de statut-là pour certaines personnes qui auraient envisagé de se mettre comme un rentier, de gérer leurs biens immobiliers en fait. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Vous voyez, hein, c'est assez dense. La vidéo, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, mais bon, elle dure un certain temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de la faire la plus complète possible. Je vais vous faire un récap rapide. Les conditions qu'on a vues pour être LMP, deux conditions, le CA locatif supérieur au revenu d'activité, CA locatif supérieur à 23 000. On a parlé de l'imposition locale du LMP, on a parlé de la vente d'un bien locatif avec le déclenchement des plus-values long terme, court terme en fonction de la durée de détention, en fonction également du chiffre d'affaires réalisé et du nombre de bilans LMP que l'on avait. On a parlé également du bilan BIC avec le calcul du résultat BIC, sans oublier d'ajouter éventuellement la vente d'un bien dans l'année avec la plus-value court terme. On a vu que en négatif, on pouvait imputer le déficit sur ses autres revenus professionnels. Ça, c'est vraiment un avantage comparé au LMNP. Et en positif, eh bien, on était imposé à l'IR. On a parlé ensuite du paiement des cotisations sociales et du statut social avec le SSI. Donc, en fonction du fait d'être inscrit ou non au RCS, sachant que, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être voué à changer. Sachant que si vous n'êtes pas inscrit au RCS, pas de cotisation à l'URSSAF. Si vous êtes inscrit au RCS, par contre, vous avez deux cas de figure. Résultat BIC positif, on paye 45% sur le bénéfice. Résultat BIC négatif, on paye la cotisation minimale. J'ai abordé en fin de vidéo quelques remarques supplémentaires sur des idées potentiellement pour des personnes qui voudraient être rentiers dans l'immobilier, pour des personnes qui voudraient essayer d'échapper à l'IFI, pour des personnes qui voudraient changer de mode de location. Faites attention à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas mal de boulot. J'espère que j'ai pu vous donner un condensé de tout ce qu'on sait actuellement en fait sur le loueur meublé professionnel. C'est un statut qui a un intérêt vraiment plutôt récent parce que auparavant on s'y intéressait moins, on avait le LMNP, ça allait très bien. Mais maintenant, il faut s'y intéresser vraiment. Donc je vous remercierai si vous avez apprécié cette vidéo de mettre un pouce, de dire un j'aime, de vous abonner à la chaîne, de suivre nos notifications, de cliquer sur la petite cloche, ça nous fera très plaisir. Je remercie également les personnes qui m'ont aidé à faire cette mind map, donc mon associé Tim et également Léo qui avait proposé ça. On se redit à très bientôt sur une prochaine vidéo fiscalité. Parlez de cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce statut. J'ai essayé de la faire complète, mais en même temps la plus courte possible, la plus synthétique. Laissez des commentaires, laissez vos questions. On se dit à très bientôt sur Investimo Performance. C'était Ben. Ciao!